Je m'appelle Atou de Mayotte, je suis maraîcher, je fais du fruits et des légumes bio à Ntsangamouji et je fais de la vente directe. Je travaille sur 5 hectares, mais j'exploite que la moitié en maraîchage et en fruits. Le reste, l'autre moitié, je laisse en agroforesterie. Pour ce but justement de conserver mon sol au maximum. Parce que je suis un peu en pente là où je suis. Et au-dessus ou à côté, les gens qui cultivent là, ils raquent le sol. C'est-à-dire il n'y a pas d'herbe. Alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, l'herbe, je taille, je laisse là pour nourrir mon sol, mais aussi pour éviter l'érosion du sol. D'ailleurs, je travaille là-dessus et je suis intervenant avec le CIRAD là-bas pour travailler sur les bassins versants par rapport à l'érosion, justement. Et je suis arrivé là parce qu'ils sont venus voir chez moi ce que je fais, comment je l'ai fait, et c'est ça qui les a amenés à me signer un contrat chez eux comme intervenant. Dans le cadre là. Et la vente directe, je la fais chez moi, et la plupart de mes clients, comme je disais tout à l'heure, ce sont des métropolitains. Ce sont des gens friands des produits nature, qu'il n'y a pas de pesticides, ni engrais, ni rien, quoi. Bon, le seul souci là-bas aussi, c'est au niveau des semences. Les semences bio, on ne les a pas facilement. On a les semences conventionnelles habituelles, mais on n'a pas beaucoup de variétés non plus. On est limité au niveau de là parce qu'il faut savoir que nous, on est sous le tropique. Et le temps là-bas, c'est très compliqué, quoi. Faire du bio aussi, c'est pas évident. Il faut se battre pour ça, mais c'est ce que je suis en train de faire. Il y a le lycée agricole qui me soutient, faute de techniciens au niveau de la chambre, parce que notre chambre, elle est, disons, obsolète. Mais on survit avec. Ce qui est important à mes yeux, surtout aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le foncier. Le foncier à Mayotte, c'est une grande problématique. Parce que la plupart des terres agricoles appartiennent soit à l'État, soit au conseil départemental. Et c'est ça les meilleurs terrains, quoi. Ça leur appartient à ces gens. Et il y a des soucis pour faire signer des contrats bail à ferme avec ces gens-là, avec le système, quoi. Donc ceux qui ne sont pas, bon, c'est pas mon cas, parce que moi j'ai eu du côté de mes beaux-parents, mais il y en a beaucoup, des agriculteurs qui voudraient faire, mais faute de foncier, ils restent bloqués. Il y a ça, et puis le souci d'eau, et l'approvisionnement en tout ce qui est semences. On a 1 ou 2 fournisseurs, je pense, 2 fournisseurs. Ce qui est de semences, mais la qualité et la variété n'y est pas. Et moi, j'ai choisi de faire ça parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu mes parents, mes grands-parents vivre de ça, j'ai toujours connu ça. Et moi, les engrais, j'ai découvert ça ici, et étant retourné là-bas pour faire ce métier, c'est là que j'ai vu que là-bas aussi, il y a eu beaucoup d'intrants. Les 2 sémenciers là que je vous parle qui vendent les semences à Mayotte, là, c'est eux-mêmes qui font venir les intrants aussi. Les engrais, les pesticides, les insecticides à bloc. À bloc, je dis à bloc, il y en a trop. Ça a été soutenu, ça je le dénonce direct, ça a été soutenu par la DAF, tout simplement parce qu'ils voulaient augmenter la production, alors qu'au jour d'aujourd'hui, Mayotte, on importe, disons, à 99% tout ce qui se consomme sur l'île.
tout, mais absolument tout. Parfois même, on va dans les grandes surfaces où on trouve des pommes, c'est normal, hein, que ça vienne d'ici, mais on a des trucs qui viennent de la Nouvelle-Zélande, des agneaux qui viennent de la Nouvelle-Zélande, des poulets de merde qui viennent du Brésil. Bon, entre parenthèses, c'est le roux, je pense, mais voilà, on va dire aller loin. Et on a des produits, bien sûr, qui viennent de l'Hexagone, quoi, qui descendent là-bas, ce qui est tout à fait magique. Mais nous, on n'exporte rien, zéro. On n'arrive pas déjà à s'autosuffire avec ce qu'il y a chez nous. Les grandes surfaces, moi, c'est même pas la peine de travailler avec ces gens-là. C'est pour ça que j'ai choisi de faire de la vente directe, parce qu'avec les grandes surfaces, c'est même pas la peine. C'est pareil comme les béquets aux Antilles. C'est-à-dire, c'est eux qui détiennent le business, et c'est eux qui vendent les produits phyto, et c'est eux qui achètent nos produits. Donc en fait de compte, ils les achètent à moindre coût, mais nous, comme ici, hein, les produits phyto et tous ces intrants augmentent. Mais par contre, le prix de nos produits diminue ou reste toujours le même. Donc c'est nous qui perdons dans l'affaire. Eux, ils sont toujours là pour gagner de l'argent. Mais nous, on ne gagne rien. Du coup, la seule solution, c'est ça, c'est de faire de la vente directe pour pouvoir s'en sortir. Ne serait-ce qu'en vivre un minimum déjà. Mais faire des économies, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On en vit, ou je dirais, on en survit avec. Mais moi, le plus intéressant, c'est ça, c'est l'échange qu'il y a à tout moment, à tout instant, quand on croise les collègues, il y a toujours quelque chose de positif. D'ailleurs, l'accueil ici, c'était excellent. Tant mieux que ça se passe comme ça, parce que ça nous renforce aussi de l'autre côté, comme quoi on n'est pas seul dans nos îles. Il y a d'autres ici qui combattent pour les mêmes causes aussi, parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Apparemment, même ici dans la région, il y a aussi un peu de soucis d'eau. C'est pas tout le temps, mais voilà quoi. Tout le monde est concerné dans ces choses-là. Donc je suis installée je suis chevrière, je fais du fromage de chèvre. Je suis installée avec quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Je pars de la base, l'alimentation, la traite, la fabrication, la commercialisation, toute la partie administrative, gérer des gens. Et voilà. Nous, notre ferme, on a 70 chèvres. On a un apprenti et un salarié. Voilà. On n'a pas de foncier, donc on n'est que sur de la location. Donc du coup, c'est vraiment, notre travail est un outil de travail. On n'a pas de, on a zéro investissement. On a quand même pas mal de charges, mais on n'a pas de charges lourdes au quotidien. Je parle au niveau du foncier. Voilà. On est situé à Saint-Nolff, donc c'est à 10 minutes de Vannes, dans le Morbihan. On est en agriculture biologique, donc nos chèvres pâturent la journée, et puis le soir on les rentre en bâtiment parce qu'on les traite le matin et le soir. Voilà. On fait notre fourrage, notre alimentation céréalière. Donc comme on n'a pas beaucoup de terre, ça c'est un de nos soucis. Donc du coup, on achète une partie de l'alimentation. Nous on commercialise sur une presqu'île, donc très touristique. Donc voilà, ça marche bien. On a de la chance. Donc moi, ma période de calme, c'est comme j'ai un associé, et on a un mois chacun. On essaye de se dégager un mois chacun l'hiver pour souffler un peu. Et par contre, dès qu'on redémarre, c'est à fond. Donc c'est les mises bas, c'est redémarrer la fromagerie, la fabrication, la commercialisation, c'est un peu tout en même temps. Donc c'est assez intense. Et puis là, ça fait depuis le 10 février où on est bien à fond. Et puis là, en ce moment, par exemple, je suis désorganisée complet, c'est le bordel. Voilà, donc c'est pas facile tous les jours. Parce que donc il y a ma journée, et puis quand je rentre, voilà, j'ai ma deuxième journée où il faut gérer voilà, sa vie de famille, son quotidien qui est
même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, mais il faut quand même que ça fonctionne. Et puis prendre du temps pour soi dans ces moments-là, c'est un peu compliqué. Et du coup, des fois, fatigue plus accumulation amène une petite baisse de morale, mais à juste titre, comme me disent mes amis, que c'est souvent récurrent et que c'est souvent à la même période. Donc voilà, ça va avec le cycle de mon travail. Voilà. Donc après, là, ça va commencer à se calmer parce qu'on commence à être un petit peu mieux organisé au niveau du démarrage. Et puis voilà, je vais pouvoir reprendre tranquillement des jours de congé, souffler un peu, m'occuper de moi personnellement et de ma fille. Et puis voilà, du coup, réapprécier le travail parce que c'est important. Si on n'a pas de temps, il y a un moment, on a beau aimer... je sais pas comment dire, le lien à la terre, le lien aux animaux, je travaille dans la nature, je valorise mon produit, il est bon, j'ai que des bons retours, mais si trop de fatigue s'installe et si le temps est saturé, je pense que humainement, des fois on a un coup de ras-le-bol. Voilà. Il ne faut pas que ça gâche ce qu'on vit, mais des fois... là, je suis dans cette période-là, donc là, en ce moment, je suis un peu dans... Ça me gâche, ce que je vis, mais je sais que ça va redevenir comme j'aime, que ça roule, et voilà. Je fais partie aussi de magasins de producteurs, donc la dynamique de se voir entre paysans et d'être pour une même cause, de ne pas être toute seule sur ma ferme, et puis du coup d'avoir des idées, d'échanger, de toujours vouloir faire mieux. Tout ça, ça me plaît, d'être dans la nature, de faire quelque chose de bon, ça me plaît aussi. Voilà. De sain, de bon, de vivant. Et on arrive à faire vivre 2 autres familles, donc, 2 autres familles, surtout une personne qui est salariée chez nous à plein temps. Après, pour l'instant, là, on est une personne en apprentissage. Moi, mon souhait, ce serait d'avoir qu'on soit vraiment à 4 individus sur la ferme, justement, pour après sûrement peut-être rajouter une activité pour qu'elle puisse être pérenne, notre activité, mais voilà, ce serait bien, et qu'on puisse tourner et prendre du temps. Je pense que c'est important, en fait, la vie elle est précieuse, même si on aime ce qu'on fait, même s'il faut être dynamique, en même temps, une saison ça passe hyper vite, et du coup les années passent, et voilà, moi j'ai envie de profiter de mon travail, j'ai envie de profiter de ma vie personnelle, j'ai envie de profiter de ma fille, j'ai envie de profiter de la vie. Voilà, tout en menant un beau travail. Tout simplement. Donc avec ma fille qui a 12 ans, donc j'habite plus sur le lieu de l'exploitation. Oui, ça, c'est pas mal de le dire. Pourquoi ? Parce qu'avant j'y habitais. Et en fait, je suis une nature, j'arrive pas à couper facilement. Donc il y avait un côté facile d'être sur place, mais j'arrivais pas donc à couper. Et donc même si ma fille était elle rentrait de l'école et qu'elle était avec moi, on a toujours quelque chose à faire. Donc du coup je prenais pas assez de temps pour elle. Enfin, j'étais avec elle, mais ma tête était toujours bien occupée. Alors qu'aujourd'hui, le fait de ne plus habiter sur place, donc oui, j'ai peut-être la contrainte de me déplacer, que ça prend encore du temps, mais au moins quand j'arrive chez moi, je suis complètement disponible pour elle. Et ça, c'est un beau cadeau que je pense que je lui fais, parce que je suis à 100% pour elle, et puis même si j'ai des choses auxquelles je pense pour le travail, ce sera réglé le lendemain, parce que j'ai la chance d'avoir mon associé qui vit aussi sur l'exploitation, parce qu'avec les animaux, c'est pas jour et nuit, mais bon, il y a des périodes où ça peut être jour et nuit, quoi. Surtout pendant la période des mises bas. Et pourquoi j'aime ce que je fais ? Parce que je sais que je fais quelque chose de sain et bon, et que c'est apprécié, que je suis dans la nourriture, quelque chose qui est quand même la base de la vie. Donc voilà, même si le fromage, on va dire que c'est pas ce qui est l'indispensable à l'alimentation, mais quand on est quand même en France, et les Français aiment bien le bon fromage. Voilà, et
Mais après, voilà, moi là, en ce moment, comme je vous ai dit, je suis en période de redémarrage. Donc après, le temps d'apprécier, d'être dans le côté bucolique de mon environnement que j'apprécie, de mes animaux et de mes jolis champs, ben c'est pas en ce moment que j'en profite le plus. Voilà, je suis plutôt à organiser, à chercher le mieux à faire pour que tout le monde soit bien et les gens qui travaillent pour nous et que nous, ça s'allège un peu. Voilà. Donc je m'appelle Pierre Barrois, donc je suis en retraite maintenant, j'ai 66 ans. Je me suis installé en 83 en association avec mon beau-frère, qu'on était à peu près 80, 90, 85 hectares. Et donc j'ai appris mon métier en fait avec mon beau-frère, quoi. Et donc on a fonctionné jusqu'en 2002. Donc 20 ans à peu près, quoi, 83, 2002, 2003, ouais, 20 ans. On a commencé à faire de la patate. On a fait de la patate avec un bâtiment qu'on avait loué. Et puis après on a construit un bâtiment. Et puis, peut-être c'est ça, c'est la patate. Le travail, enfin avec mon beau-frère, on s'est séparés, quoi. Donc mon exploitation était située à 10 km d'Arras, à côté d'Arras, quoi, dans le Pas-de-Calais. Donc c'est une région où l'élevage est assez, ça a diminué, c'est plutôt grande culture, quoi. Dominante grande culture. Là, on fête là, enfin on fête pas, on célèbre ces temps-ci là. Donc c'était dimanche dernier, le centenaire de la bataille de Vimy. Notre région, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre 14. On retrouve des obus tout le temps, etc. Le paysage, c'est vallonné, hein, c'est les collines d'Artois, quoi, vallonné. Et il y a beaucoup de talus, de haies, tout ça qui ont été supprimés avec les remembrements. En fait, mon beau-père a fait un remembrement, je crois, en 64. Et entre autres, il y a une parcelle où il y a une crête qui a été, un talus qui a été rasé, quoi. Là maintenant, c'est un affleurement de craie au milieu du champ. En fait, quand on est à charge en bas du champ, on peut pas monter, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Et là, quand on arrive dans la crête là, qui est de la craie, le tracteur patine dans les cailloux et il n'avance plus. Enfin, les maisons, autrefois, c'était de la pierre blanche, hein, puisque c'est fort crayeux. Donc on creusait en dessous, on prend des pierres en carrière souterraine et on construit. Mais la reconstruction, c'est que de la brique. Que de la brique. D'ailleurs, ces carrières, là, elles ont servi pendant la guerre. Il y a encore des endroits où il y a des dépôts d'obus dedans. Il y a une carrière qui a servi d'hôpital, enfin voilà. De temps en temps, ça s'effondre. Ça s'effondre. Il y a des trous qui se forment, des maisons qui disparaissent. Ouais. Donc sur l'exploitation, on faisait de la betterave sucrière, parce que la sucrerie, elle se situe dans le village, quoi, à Boiry. Une sucrerie de Téréos, enfin Téréos maintenant, à l'époque c'était Béguin, puis Béguincé, enfin etc. 20 000 tonnes jour, une des plus grosses du groupe, qui est maintenant coopérative, qui est passée en coopérative. Bon, on faisait de la betterave,
On faisait donc du blé aussi, bien sûr, de l'orge, et des pois de conserve, puisqu'on n'est pas très loin de chez Bonduel, à Étrémons. Il y avait aussi une petite coopérative à Vauvrecourt qui s'est appelée Avril après, qui faisait aussi des pois. Enfin, on a navigué un peu entre deux trucs, des pois de conserve. On faisait du maïs puisqu'on avait un peu de l'engraissement bovin qui remplaçait le lait, quoi. Et puis betterave, blé, orge, pois, c'est à peu près tout. Donc moi, une fois que je suis sorti du GAEC, j'ai fait du colza en plus. Et le colza, ça m'a amené à participer à la mise en place d'une coopérative de production d'huile de colza. À l'époque où il y avait une forte augmentation du gasoil, on espérait mettre le gasoil dans l'huile de colza dans les tracteurs et puis donner le tourteau aux bêtes, enfin voilà. Pour finir, les courses sont équilibrées et puis on vendait toute l'huile, quoi. Et donc je me suis retrouvé, en fait, en 20 ans, j'ai quand même appris le métier, quoi. Et là, avec le voisin, j'ai travaillé avec le voisin, alors c'était formidable, tout d'un coup, je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. On a essayé avec le voisin, on a essayé des trucs, des semi-directs, des choses comme ça. Et puis le voisin aussi, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, et tout d'un coup, c'était nul. Tous ces trucs-là, on arrête, non, faut labourer. Bon, alors pour finir, je me suis retrouvé tout seul, quoi. Voilà. Et j'ai encore essayé des trucs, hein, avec... il y a eu un moment où la PAC qui proposait, c'était les CAD, contrat agriculture durable. Et donc, j'ai signé un CAD, j'ai planté 1000 mètres de haies. Et puis, il y avait, je crois, 5 mesures. Donc, il y avait la haie, j'ai planté. Il y avait du non-labour, il y avait des engrais verts, il y avait... une rotation où le sol était toujours couvert, enfin je sais pas, 4 ou 5 mesures comme ça, ouais. Et ça m'a permis d'essayer d'autres trucs, quoi. Pour finir, c'est devenu obligatoire, tout compte fait, ces trucs-là, toutes ces mesures-là. Et je les ai essayés d'avance, j'ai bien aimé ça aussi. Et je pense que... Enfin, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mais j'aurais évolué vers du bio, quoi. J'aurais essayé le bio. Le problème, c'est que j'étais un peu seul dans mon coin. Pour avoir du matériel, j'aurais eu des soucis. Enfin, comme j'ai que ma maison au milieu du village, je pouvais pas. J'ai pas de hangar pour stocker du matériel. Je pouvais pas en acheter. Enfin, il fallait absolument que je trouve d'autres pour travailler, quoi. Et donc, j'ai pas pu faire du bio. Mais j'ai quand même cédé à un type qui fait du bio. J'avais l'impression que, quand je suis sorti du GAEC, j'avais l'impression que j'allais manquer de revenus. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Je suis allé à un organisme qui fait un bilan de compétences. Ils m'ont dit, formateur, c'est un truc qui serait pas mal pour vous. Alors, je suis allé voir au CFA à côté, là. J'ai demandé à un type, qu'est-ce que c'est un formateur? Il m'a dit, tu commences demain. Donc j'ai commencé, la première année c'était très très dur. J'ai démissionné, je faisais quelques heures, je faisais pas beaucoup. Puis ils sont venus me rechercher, on va changer tes cours, on va t'en donner d'autres. Et puis un petit peu à la fois, j'ai été embauché à 62 ans comme formateur. Quand j'ai arrêté la ferme, donc j'ai fait à 80% formateur. Et, alors formateur, c'est dur, hein, parce que c'est des gamins qui ont 16-18 ans, ils sont durs, quoi. En général, ils sont apprentis parce que
parce qu'ils ont un échec dans le système scolaire classique et ils sont partis là-dedans. Ils n'aiment pas l'école, quoi. Et bon, enfin, l'école les a pas trop aimés non plus, peut-être. Ouais. Et ils ont... donc j'avais des jeunes et des adultes aussi. Donc je formais des... Enfin, former, c'est beaucoup dire. J'expliquais mon métier, quoi. Les adultes qui font un BPREA pour pouvoir s'installer, quoi. Alors il y avait des gens qui sont donc pas issus du milieu agricole, ou même qui sont issus mais qui ont fait autre chose. Et puis au moment où le père il veut arrêter, on se dit mince, on retourne à la ferme. J'en ai vu des bac plus 5 quoi, qui retournent à l'exploitation. Et puis des gens qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir devenir agriculteurs comme ça. Bon, et puis aussi des femmes de gros paysans qui font la formation pour s'installer sur la ferme du voisin, et puis on recolle les 2 fermes, et puis voilà, on a... Voilà, j'ai vu, voilà. Et cette partie-là de ma vie, là, j'ai bien aimé aussi l'enseignement, c'était pas mal. Et ouais. En fait, oui, c'est ça. Je n'étais pas du monde agricole. Et expliquer l'agriculture, je trouvais que c'était pas mal à la fin de dire, moi, je savais rien. Et j'ai appris et je transmets, quoi. C'était bien ça. Parce que avec mon beau-frère, c'était ce qui m'en renvoyait tout le temps, quoi, que j'étais pas un paysan, enfin que je sais pas quoi, je connaissais rien, qu'il avait pas à me former, que je devais savoir, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai formé les autres, quoi. Je suis Guillaume Gérard, je viens d'Alsace, je suis viticulteur, j'ai 59 ans, je suis père de famille de 4 enfants. Il y a 2 fils qui reprennent sur l'exploitation. Nous sommes à 4 salariés, plus 12 personnes aux vendanges. Nous sommes une exploitation familiale, nous vinifions nous-mêmes, nous commercialisons une partie en bouteille. Mais c'est un métier qui nous plaît bien, avec beaucoup de diversité. Nous avons aussi quelques vergers familiaux pour nous-mêmes et pour faire un peu d'alcool que nous distillons pour nous. Bon, l'image de marque des vins d'Alsace, c'est les vignes en coteaux. Et en coteaux, on vendange encore pratiquement tout à la main. Hein. Tout est vendangé à la main parce que c'est pas mécanisable. Hein. Par contre, la facilité pour le négoce, pour avoir de la marchandise pas chère, c'est ils auraient voulu aller, le négoce ou les gros lobbies, ils auraient voulu qu'on aille en plaine pour avoir une masse de vin pour assainir les marchés à bas prix. Nous sommes aussi une région avec une mise d'origine. Aucun négociant peut venir chez nous pour acheter du vin pour mettre en bouteille dans une autre région. Hein. Mais ce qui ne veut pas dire que nos négociants ne font pas du trafic chez nous. Hein. Hein. Et avant, quand les négociants allaient à Paris pour vendre leur vin, ils avaient toute une gamme de vins d'Alsace en même temps. Hein. Et aujourd'hui, la personne qui veut du vin d'Alsace, il faut qu'il se mette en rapport avec un revendeur de vin d'Alsace. Hein.
Et le vin d'Alsace n'est pas assez connu, même en Bretagne, vous avez des restaurants où le vin d'Alsace n'est pas sur la carte. Et à Paris aussi. Hein. C'est quand même un problème. C'est un problème de marketing ou c'est un problème où on n'est pas beau pour la commercialisation, où les gens doivent apprendre à connaître les vins d'Alsace, les Riesling, les Pinot Blancs, les Sylvaner qui se mangent tout au long d'un repas. L'exploitation sera transmissible sans problème. C'est vrai qu'il y a un outil de travail, il y a des caves, il y a des caves, il y a un outil de travail qui, effectivement, il y a de l'investissement. On a fait de l'investissement pour nous faciliter le travail aussi. Hein, et c'est ce qui fait aussi que ça s'est capitalisé. C'est reprenable, c'est reprenable. C'est aussi aux parents de faire que c'est reprenable. De toute façon, aujourd'hui, les vignes, on les met à disposition par des bails à long terme. Et les bails sont faits aussi pour qu'on n'étrangle pas le repreneur. Et c'est des bails sur 18 ans, donc ils ont quand même une garantie de pouvoir se lancer. Nous vinifions encore pratiquement tout en cuve en bois. C'est aussi assez rare parce que la tollerie, il y a des cuves qui ont plus de 100 ans. Hein. Ma femme, elle est quand même toujours à la maison pour nous faire à manger. Elle est là pour la commercialisation aussi. Elle s'occupe déjà des papiers qui prennent beaucoup de temps. Donc on vit quand même un moment correct dans une famille. Parce que par contre, chez les autres, dans les autres catégories professionnelles, comme chez les laitiers, souvent la femme, elle travaille encore ailleurs parce que le revenu ne suffit pas. Tandis que niveau revenu, on est à 4 dessus, il ne faudrait pas une demi-récolte, vous comprenez en balance niveau salaire et charges sociales, on ne peut plus investir grand-chose quand les salaires sont payés, vous voyez hein. On vit, mais sans pouvoir investir dans du matériel. En ce qui concerne les fils, c'est sûr que c'est une génération qui pense à vivre. Qui pensent à vivre plus que nous à l'époque, hein, ça c'est sûr. Hein. Premièrement, ils ont beaucoup de copains qui ne sont plus fils d'agriculteurs ou les parents sont dans d'autres métiers. Alors, c'est pas toujours évident. Dans le temps, tout le village était dans la paysannerie, ils avaient tous des bêtes. Le soir, il fallait faire les tables, il fallait traire. Tout ça, ça a changé aujourd'hui. Hein. Et après, ils veulent partir en vacances, ils ont une voiture et ils leur font un salaire aussi. On nous dit aujourd'hui, l'agriculture n'a pas besoin d'un SMIC pour vivre, l'agriculture. Mais bon, celui qui a besoin d'une voiture ou qui va draguer les copines, il lui faut de l'argent. Hein. Ou alors il les paye en bouteille. Hein. Oui, bon, l'image de marque des vins d'Alsace, c'est les coteaux, le terroir aussi, les villages pittoresques, et le passé et l'histoire, et le présent et peut-être même l'avenir. Nous sommes à 15 000 hectares en Alsace, c'est pas grand-chose. Hein. Et aujourd'hui, on brade le vin dans les grandes surfaces. Incroyable. Ben oui, quand le négociant vous achète le litre à 3 €, il le revend 7, il a encore gagné quelque chose, hein, en faisant de la grosse cavalcade. Nous devrions vendre nos vins beaucoup plus cher et beaucoup mieux que ce que nous vendons. Bon, ça aura des pâquerettes, hein. Hein, vous avez des Sancerre qui se vendent 15 € la bouteille, ou un Gewürztraminer haut de gamme, avec des rendements de 20-30 hecto-hectares. Si vous demandez 15 € à un client, il monte au plafond. Nous sommes un vignoble à terroir et un vignoble à cépage. Et le soleil qui se lève à l'est. Important. Chez les Allemands, nous on a le soleil ici, les Allemands ils l'ont le soir. Bien que Sylvaner, Riesling, tout ça c'est des cépages d'outre-Rhin. Hein. Et nous n'avons pas la même culture ou la même ou le même ordre de conduite que dans le Sancerrois ou en Champagne. Les vignes sont beaucoup plus hautes. En Alsace, une famille peut travailler une dizaine d'hectares, c'est tout, parce qu'après il faut industrialiser et ça devient fou, quoi. Mais disons,
une grosse partie des metteurs en marché ont quand même disparu avec les agréments qui leur ont été demandés. Et ils les ont tellement écœurés que tout le monde est parti dans les coopératives. Hein. Et dans les coopératives, on vous donne 3-4 sous. Hein. Et si vous n'êtes pas content, vous restez avec vos raisins parce que vous n'avez plus de pressoir, plus de tonneaux pour vinifier. Donc moi je m'appelle Swazik Glebot, j'habite à Guéhenno, donc pas loin de Saint-Jean-Brévelay. Et donc je suis installée avec d'autres personnes sur une ferme qui fait 34 hectares, qui est en agriculture biologique. Et donc la ferme a été achetée en 2006 à des paysans militants, Jean-Claude et Thérèse Lebrun. Voilà, donc on a pris la suite de leur élevage de cervidés et on a rajouté du maraîchage, un élevage de bichets de cerf, ça c'était ce qui existait, et de l'accueil pédagogique et social. On est 5 aujourd'hui, alors 4 sur la ferme, 3 associés, une salariée et donc le collègue artisan boulanger. Donc le parcellaire est très regroupé. Voilà, on est sur, pour la moitié donc, en location et pour la moitié propriétaire. Mais on est propriétaire avec d'autres membres par le biais d'un GFA. Voilà, donc tout ce parcellaire est regroupé avec un bocage présent, voilà, toujours lié aux prédécesseurs, qu'on tient à entretenir, à faire vivre. Et donc sur ces terres-là, et sur les 34 hectares, il y a la moitié qui est destinée aux troupeaux. Voilà, donc 15 hectares qui sont avec des grillages de 2 mètres. Donc c'est ce qui est nécessaire à du gibier comme pour les biches et les cerfs. Et puis il y a 7 hectares pour les foins et les céréales, toujours pour nourrir les biches et les cerfs. Ensuite on a 3 hectares de maraîchage et 2 hectares de verger. Alors sur le troupeau, c'est du semi-sauvage, donc c'est plutôt rustique. Souvent, c'est le moins d'intervention possible. Puis la grosse partie de l'activité après, c'est en décembre. Donc là c'est du 7h minuit, pendant 1 mois et demi, 7 jours sur 7. Voilà, et on est sur... donc on abat à la ferme, on a le droit, puisque c'est un abattage d'urgence pour du gibier. Voilà, on abat, on amène à l'abattoir, c'est découpé par des bouchers qu'on embauche dans le labo de découpe à la ferme. Voilà, c'est mis sous vide, étiqueté, et il y a 2 tonnes qui sont vendues en 1 mois, en frais. Voilà, donc en rôti, en steak, en sauté. Et ensuite en janvier, avec les bas morceaux ou le sauté qui reste, donc on va transformer à langonette avec l'entreprise Cosperec. Voilà, en terrine et en civet. Et ça, c'est des conserves qui sont disponibles après toute l'année. Voilà, et qu'on vend à la ferme et dans les magasins de producteurs. Voilà pour la partie élevage. Bon, déjà, il faut revenir, je pense, sur l'histoire de la ferme. J'ai pas tout dit, mais au départ, la belle histoire qu'on s'était racontée, c'est qu'on serait 3 couples à s'installer ensemble sur une ferme. Et au départ, c'était donc 3 personnes qui s'associaient, donc une par couple, et l'autre travaillant à l'extérieur pour apporter un revenu au départ. Sauf que la vie, c'est jamais comme dans un livre. Et donc, très vite, il y a un des couples qui ne s'y est pas retrouvé. Sur une histoire qui était prévue à 6, avec des équilibres au niveau financier pour chaque famille, qui était complètement mise à mal au bout de 2 ans. Et donc, Jean-Luc, lui, était déjà installé. Donc, c'était les 3. Hein. C'était Valérie, Marie et Jean-Luc, donc mon mari. Donc, à 2, ils se sont dit, bah, c'est pas possible. Donc, moi, très vite, j'étais directrice de centre social. Moi, je devais arriver sur la ferme, mais plus tard. Voilà. Donc, très vite, s'est posé la question, on arrête tout, on revend, on continue une partie, on continue tout. Du coup, on a fait le choix de continuer. Et donc, moi, je suis arrivée pour remplacer Valérie. Voilà.
Sauf que, eh ben, il fallait rembourser un compte associé, voilà, qui était plein, qui était encore très haut puisque la structure n'avait que 2 ans. Voilà, il fallait reprendre des prêts à la banque qui de 2% passaient à 4%. Voilà. Et puis surtout, Marie se retrouvait toute seule avec sa fille. Et nous, on était du coup 2 sur la ferme sans revenu extérieur. Donc ça a été un passage pas simple. Voilà. Et puis, mais on a tenu bon. Alors maintenant, je le dis avec le sourire et avec soulagement parce que c'est passé. Mais ouais, ça a été des moments compliqués. C'est pareil, ça a cumulé des passages pas simples. Mais aujourd'hui, voilà, on a passé ce cap-là et on est toujours debout. Et donc là, on est content. Ouais, moi, je suis vraiment heureuse. Au bout de 10 ans, ça y est, ça ressemble vraiment à ce qu'on voulait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est les 3, Marie, Jean-Luc et moi, avec une salariée, Coralie, et le nouveau compagnon de Marie maintenant, qui est l'artisan boulanger. Et donc, les 2 couples habitent sur la ferme avec leurs enfants. Donc, parce qu'il y avait vraiment envie au départ d'avoir une association au niveau du travail, mais un partage beaucoup plus global de l'éducation des enfants, de l'entraide au quotidien, d'une mutualisation de matériel autre que pour la ferme, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est une étape importante à laquelle on arrive. Voilà, et donc moi, c'est plus clair aujourd'hui parce que du coup, il a fallu assumer parfois beaucoup en même temps. On était un peu dispersés, un peu à courir. Là, aujourd'hui, moi, je suis essentiellement sur l'élevage de biches et de cerfs. Et on va dire sur la commercialisation légumes et sur l'accueil de groupes de jeunes en insertion. Ouais, du coup, je pense que vraiment ce qu'on a traversé, ça nous a vraiment soudés et voilà, on a lâché les masques hein, avec du coup la capacité, je pense, à communiquer simplement et vraiment que chacun puisse dire ce qu'il avait envie et comment il avait envie de prendre sa place dans la ferme et sur quelle activité se sentait le plus à l'aise ou le plus compétent. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est réparti. Sachant qu'au départ, on était beaucoup dans le souhait que on soit 3 associés, vraiment co-gérants, avec le sentiment d'avoir la même place, le même pouvoir, la même compétence, la même capacité. Et ça, c'est illusoire. Et en fait, aujourd'hui, il y a ce qui est de l'ordre du statut qui permet à chacun d'être reconnu comme l'égal de l'autre. Mais concrètement, oui, concrètement, on voit bien qu'il y a des sujets, c'est plus l'un que l'autre qui va le porter, que certains dossiers, ça va être plus l'un que l'autre, que la maîtrise globale, ça va être plutôt l'un que l'autre, que une question technique, ça va être plutôt l'un que l'autre. En termes d'heures de travail, c'est pareil. Mais ça s'est vraiment fait parce qu'on est passé par des moments où il a fallu échanger et faire en sorte que parce qu'on se disait ça, que chacun s'épanouisse pour amener de l'énergie aussi à nouveau dans le groupe, quoi. Ouais, par exemple, je pense que c'est Jean-Luc, mon compagnon, qui va avoir beaucoup plus la vision globale de la ferme, ou qui va gérer tout l'aspect mécanique. Voilà. Mais par contre, c'est clair que il n'intervient pas du tout sur l'espace de l'accueil des différents groupes. Et donc Marie, qui est plus sur l'accueil, elle peut avoir des journées qui sont plus régulières. Pendant que nous, on va être, que ce soit sur des chantiers clôture ou des chantiers plantation d'oignons, on va être sur des amplitudes horaires qui peuvent être plus larges. Mais en même temps, on sait que c'est Marie qui gère la compta.
Donc je pense les années qui sont passées ensemble, on n'est pas là à compter quoi. Les secondes et les euros. Ouais. Voilà. De fait, entre notre ferme et juste nous, on est vraiment sur une hauteur et on va dire la colline d'en face, elle n'a pas du tout le même aspect. Voilà. Alors après, au-delà d'une histoire de goût, ouais, je pense qu'on... La vie, elle se développe pas pareil sur la colline en face où c'est traité à bloc, où on a enlevé tous les arbres parce que ça gêne, et puis parce qu'on perd des arbres et des hectares au bout du compte. Voilà, la vie, elle se développe pas pareil en face que chez nous. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas du tout sur un type d'élevage, par exemple, qui peut s'industrialiser. Alors, si on cherche bien, à force de manipulation, de sélection, peut-être que c'est possible, mais c'est vrai que ça reste un animal qui est semi-sauvage. Et du coup, il faut des parcs qui sont très grands et peu d'intervention. Et donc, de fait, oui, de fait, il y a un rapport à l'animal qui reste simple.